D'ailleurs, je rappelle, n'hésitez pas, cette chaîne est gratuite, mais cependant, de l'argent, vous avez de l'argent ou pas? Oui. Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va vous parler des écoles de journalisme. Parce qu'ici, toute l'année, on s'énerve sur les journalistes, et puis des fois même, on se dit, mais qu'est-ce qu'on leur apprend en école de journalisme? Et ben aujourd'hui, on va se poser la question, qu'est-ce qu'on leur apprend en école de journalisme? À faire des articles BuzzFeed. On le sait, les journalistes ont tous des parcours différents, mais beaucoup d'entre eux sortent d'une de ces fameuses écoles de journalisme. Et c'est le cas des plus grands, comme par exemple Jean-Pierre Pernaut, Laurent Oberton ou même Hugo Clément. Ah oui. En France, il y a 14 écoles de journalisme qui sont... Alors oui, il y a l'ESJ, il y a l'EPJT, je sais pas ce que c'est, QEJ, en fait je connais rien. Simon QEJ, l'EJAG, ah ça a l'air, le EJAG facial là, EJT, YUT, c'est quoi, Institut de UT, je sais pas. Marseille, il y a un truc qu'on lit pas, c'est trop, il y a trop de textes. Et là à Paris évidemment il y en a plein. Et l'IFP, Institut de formation politique, là, ça c'est l'extrême droite. Bref. Ils sont reconnus par la profession, dans le public ou dans le privé, mais il y en a une qui a beaucoup fait parler d'elle dernièrement et celle-ci ne fait pas partie de ces 14 écoles. Connaissez-vous l'École supérieure de journalisme de Paris, l'ESJ? C'est la plus ancienne de France. Déjà, il n'y avait pas une super ambiance là-bas ces derniers temps. Le Point en avait parlé il n'y a pas longtemps. Va te faire foutre! L'ESJ Paris, l'école qui n'a pas envie de payer ses profs. C'est grave. Déjà, ça partait bien, on était dans un bon délire. Bah alors pourquoi on a parlé de cette école ces derniers jours? Et bah c'était même pas pour ça, c'était encore autre chose. Le 15 novembre, un communiqué de presse est sorti pour annoncer que l'ESJ Paris allait être reprise par des entrepreneurs et des capitaines d'industrie. Alors c'est en partie lié au fait qu'ils payaient pas toujours leurs profs. Apparemment la gestion était calamiteuse, donc voilà, l'ESJ s'est offert un second souffle avec de nouveaux investisseurs. Et c'est encore dans le Point qu'on en a appris davantage. Très bien les IUT, by the way, oui, n'écoutez pas Cassandre. Après, bon, les IUT ont quand même produit... comment elle s'appelle déjà? L'IUT de Lille, là. Sciences Po Lille. Merde, comment elle s'appelle? Celle qui a tourné Vinaigre. C'est bizarre maintenant. Je sais comment elle s'appelle. Dans ce papier d'Olivier Hubertali, on peut lire que les actionnaires pourraient en faire un vivier de talents. Je confonds avec les IEP. Ah oui, merde. J'ai confondu. Dans ce papier d'Olivier Hubertali, on peut lire que les actionnaires pourraient en faire un vivier de talents pour les médias qu'ils possèdent. Tatiana Ventose. Non, pas Tatiana Ventose. Vous vous rappelez pas de celle qui avait été... Oui, voilà, Nirina. Qu'est-ce qu'elle devient, Nirina? Attendez. Moi, j'ai besoin, là. L'info me paraît importante. Nirina, qu'est-ce qu'elle devient? Est-ce qu'elle fait... Non, elle fait plus rien, hein. Crise de sens, le péril de la société de consommation. Je me rappelle, on avait maté cette vidéo de merde. On a près d'un quart de la population française qui recourt à des antidépresseurs. Oui, je me rappelle, c'était la vidéo où elle était toute seule dans sa petite chambre avec son chat et elle torturait son chat. Et c'était un peu awkward. Avec le chat, là. Le chat qui se fait chier. Voilà, vous voulez un argument de pourquoi il ne faut pas prendre d'animal de compagnie quand on habite un 15 mètres carrés? Et cette morale c'est qu'il a rien à faire, quoi, il s'emmerde. Dépend du vécu. Regardez, il vient de chier dans le lavabo, là. Des individus. Bref, mais Nirina, hein. Ah ouais, Nirina. Hein. C'est oui. Le downfall. Hein. C'est qui cette meuf? Bah, si vous n'êtes pas là depuis 3-4 ans, vous savez pas qui est Nirina, c'est normal. Mais à l'époque, elle avait son petit clout, quoi. On y apprend que parmi eux, il y a Bernard Arnault, Vincent Bolloré, les Dassault ou encore... Elle avait dit quoi, Nirina? Bah, en fait, Nirina, à l'époque, avait commencé à faire des vidéos un peu antiracistes et elle avait un discours un peu en mode... Moi, je suis une prolo, mais je suis en train de faire Sciences Po, donc c'est... Voilà. Et les gens, ils étaient un peu en mode... Oh, bah, c'est girl boss, elle est pas mal, elle est sympa. Et ensuite, d'un coup, elle est devenue complotiste, transphobe, anti-vax, elle a coché toutes les cases. Voilà. Elle est devenue... voilà, cuck. Jure. Oui, oui, oui. Ils possèdent. On y apprend que parmi eux, il y a Bernard Arnault, Vincent Bolloré, les Dassault ou encore Rodolphe Saadé. Tout cela possède déjà des médias, des maisons d'édition, des points de vente de presse, et c'est maintenant eux qui vont avoir la main sur la formation d'une nouvelle génération de journalistes. Évidemment, ça a pas mal fait parler sur Twitter. L'ESJ Paris n'est peut-être pas la meilleure école, mais c'est une institution. Elle a quand même formé des journalistes comme Audrey Pulvar ou Samuel Etienne. Sciences Po, c'est gaze, rien ne vaut les universités. Oui, mais le problème de l'université, c'est que Sciences Po... En fait, Sciences Po, c'est comme si tu roulais avec des petits trous. Donc, comme, du coup, tu apprends à rouler facilement.
Sauf qu'au bout d'un moment, tu roules avec des petits trous alors que tu sais rouler. Et l'université, c'est qu'on te fait monter sur un vélo, il n'y a pas de petits trous, tu te casses la gueule, t'apprends à la dure, mais bon, globalement, tu sais mieux faire du vélo que ceux qui continuent à rouler avec des petits trous, quoi. C'est le pire exemple, mais je le vois comme ça. Les tiennes, quand même. C'est pas rien, à Valo. Pour couronner le tout, celui qui a été nommé comme président de l'école, c'est Vianney d'Alençon. Un entrepreneur catholique connu pour avoir créé un parc à thème appelé le Rocher Mistral, un genre de Puy du Fou sur la Provence. On va l'écouter en interview, écoutez sa réponse, mais écoutez même la question, on est dans un autre monde. Votre château préféré, évidemment, vous n'avez pas le droit de citer les vôtres. Ah oui. Oh là là, oh non, c'est dur. Oh, j'ai quasiment tous les châteaux. Écoutez, le château de Sennevières dans le Lot. Pas Attends. Le château de Sennevières dans le Lot. Merci Débaqué. Il ressemble à quoi? Ah, j'avoue. Dans la tier list des châteaux, quand même, là. J'avoue, il y a un petit truc. Il se passe des choses. C'est romantique. C'est un château à échelle plus intime. C'est la châtellerie, mais en petit comité, quoi. Non, je comprends, il a du charme. Il est pas mal. Il est pas mal. Et il a l'air beau. Il a l'air beau, je suis d'accord. Regardez, c'est romantique de fou. On a trop envie d'avoir un Airbnb là. Chambord, of course. Non, mais je suis d'accord avec lui. Il m'a convaincu. facile de répondre, hein. Ah là là. Ah oui, et en plus, tu n'as pas le droit de citer de château que tu possèdes, sinon c'est tricher. Alors je dirais celui de Disneyland. Ah, bah réponse de plouc, typique, bravo, tiens. Bon, Vianney d'Alençon, ça par contre, vous entendez, ça fait pas plouc, hein. Alors déjà, mytho par contre, parce que le mec est né à Sainte-Foy-les-Lyons, donc il est même pas d'Alençon, mais c'est même pas son nom complet c'est Vianney-Marie Audemars d'Alençon. Bon, déjà c'est très grave, mais vous entendez bien qu'on est sur du gros riche de droite, et ce gros riche de droite, il veut former spécialement des journalistes sur l'économie. Vous imaginez la gueule des débats économiques? Maintenant, les gens avec des particules, je me demande toujours s'ils ont le droit ou pas d'avoir leurs particules. Parce qu'il y en a qui ont le droit et il y en a qui n'ont pas le droit, hein. C'est un droit. Hein. Ce gros riche de droite, il veut former spécialement des journalistes sur l'économie. Vous imaginez la gueule des débats économiques dans 10 ans quand il nous aura rempli les rédactions de François Langlais par centaines? Mais mine de rien, c'est aussi comme ça que les riches peuvent peser dans la bataille des idées. C'est habile. C'est habile? Non, c'est pas habile. Ils ont de l'argent, ils achètent tout, quoi. Voilà. Bah oui, si tout est à vendre, c'est facile. Y a rien d'habile. En France, les riches ne peuvent pas financer directement les partis politiques avec des sommes indécentes, mais ils peuvent investir autant qu'ils souhaitent dans les médias, et maintenant dans les écoles. Et il n'y a pas que les écoles de journalisme sur lesquelles ils veulent peser. On a appris il y a peu dans Mediapart que l'école de commerce HEC avait lié un partenariat avec un fonds d'investissement du milliardaire d'extrême droite Pierre-Édouard Stérin. Ah, mais ils sont partout. Ça pourrait avoir un lien d'ailleurs avec la conférence de Jordan Bardella qui a été organisée là-bas en 2023 pour les étudiants. Pierre-Édouard Stérin, c'est celui qui a tout un plan pour réunir les personnalités d'extrême droite. Putain, j'aimerais trop que ça soit pas un N, mais un L à la fin. Et que ça soit vrai. Et que du coup, il se reproduise pas, ce bâtard. Pierre-Édouard stérile, là. Les former, les faire peser dans le débat médiatique et ensuite les faire accéder au pouvoir. C'est le fameux plan Périclès que l'humanité a révélé cet été. Voilà, on vous en a parlé la dernière fois, c'est le fameux plan à 150 millions d'euros quand même. Nous dévoilons son projet secret. 150 millions d'euros pour faire gagner l'extrême droite dans les têtes et dans les urnes. Guérilla juridique contre ses adversaires. 300 villes à gagner absolument pour le RN en 2026. Création du plus gros think tank d'extrême droite en France. Une réserve de 1000 personnalités bien préparées à gouverner si Le Pen gagne la présidentielle. Projet d'achat d'un institut de sondage pour façonner l'opinion. Et Stérin finance aussi une... Putain, la campagne présidentielle va être compliquée. On verra, hein, mais oui. N'hésitez pas à vous engager en tant que militant pour la FI, les groupes locaux, tout ça. Ça va être utile quand même. On n'aura pas le choix. Autre école. Il va falloir en distribuer des tracts, hein. Une école de journalisme cette fois, en partenariat avec un autre grand milliardaire qu'on connaît bien. Bolloré, encore lui. Oui, bah nous aussi on en a marre. Cette école, c'est l'Institut Libre de Journalisme. C'est Le Monde qui a mené une enquête sur le sujet. On y apprenait que cet établissement vise à former des étudiants pour partir à la conquête des médias. Oui, puis rappel, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, l'élection risque d'arriver peut-être plus vite qu'on ne le pense. Hein. On sait jamais, hein, la Macronie, ça peut sauter très vite. Hein. Je veux dire, il en reste plus beaucoup de cartes à jouer. Donc on sait jamais. J'aurais anticipé un peu. Et imposer leurs idées de droite et d'extrême droite. Selon notre décompte,
plus de 80% des intervenants y assument ouvertement un discours de droite ou d'extrême droite. Et certains élèves font carrément partie de groupes néofascistes, voilà. Maintenant, écoutez le discours du directeur de l'Institut libre de journalisme, l'ILDJ. Il s'appelle Édouard Dupelou. Édouard Dupelou. Toujours les mêmes, hein. Toujours les mêmes. Non mais je le vois bien, moi, à la télé, c'est toujours du machin, deux trucs. Tiens. La famille, quelqu'un peut me dire comment on milite en campagne profonde dans la diagonale du vide, je sais pas comment faire. Il faut que tu rejoignes un groupe local, dans une ville proche. Et ensuite, le but, ça va être d'abord de faire connaître ton désir de militer, mais ensuite, surtout, d'essayer de voir s'il n'y a pas des gens qui viennent du même coin que toi, et de monter une nouvelle antenne locale là où tu es. Donc c'est beaucoup plus de responsabilité, c'est chiant, mais c'est la seule manière de s'étendre sur le territoire. Il faut que, globalement, tu sois en lien avec un groupe d'action plus gros que toi, et que toi-même, tu ailles chercher les tracts, les affiches, et que tu le fasses chez toi. Il n'y a pas d'autre solution. Ça demande de se casser les couilles, mais il n'y a pas d'autre solution. Certes, depuis quelques années, il y a eu un grand combat qui a été gagné, c'est qu'il y a de plus en plus de chroniqueurs, on va dire, de droite sur les chaînes d'infos. On s'en réjouit. Mais le combat sera gagné le jour où le journaliste qui posera les questions à ce chroniqueur, le jour où le présentateur du JT aura ces idées-là. Et puis un jour, tout le monde dans la télé sera d'extrême droite, sera plus simple. La meuf de la météo, Faustine Bollard, on s'en rapproche, mine de rien. Par contre, tous ces fils de bourge dont on vous parle depuis le début, ils veulent accélérer le mouvement. Touchez pas à Faustine Bollard. Parce que c'est bien gentil de racheter tous les titres de la presse française, mais si à chaque fois tu as des grèves et la moitié des journalistes qui se barrent comme à iTélé ou au JDD, au bout d'un moment, il y a un problème de recrutement qui se pose. Et s'il n'y a pas encore assez de journalistes d'extrême droite dans ce pays, alors c'est qu'il faut en former. C'est pas... Mais oui, et moi c'est un truc que je me disais là, l'autre jour, j'étais rentré, j'étais un peu bourré, j'ai failli balancer un tweet en mode hot take, petit thread pour expliquer une take que j'avais. Mais vu que j'étais bourré, je me suis dit, mais t'es bête en fait, tu vas mal le formuler. Il vaut mieux mal le formuler en stream que sur Twitter. Mais du coup, ma hot take, c'était de dire, par rapport à tout ce truc de il ne faut pas débattre avec l'extrême droite, en fait, il y a un peu un truc où je commence à whipin le truc et en me disant, non, en fait, l'extrême droite, ceux qui acceptent encore de débattre avec des gauchistes, sont les plus bêtes d'entre eux. Parce qu'ils n'ont plus besoin de ça. En fait, l'extrême droite, c'est toujours constitué par le fait d'éviter de se confronter directement avec des adversaires. C'est-à-dire que pendant qu'elle était recalée de l'espace médiatique, si elle allait dans les médias, elle se faisait bouffer tout cru par des journalistes, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, c'est ça le problème. Et globalement, elle s'est concentrée sur quoi? Sur son recrutement, sur sa discrétion, et ensuite, bien évidemment, sa diffusion sur Internet, qui était un espace où elle ne rencontrait pas autant de formes d'adversité. Et voilà, et maintenant tout part en l'air parce que les médias, en fait, il n'y a plus d'adversaires conséquents pour leur faire face. Donc maintenant, ils n'ont même plus besoin d'adversaires, en fait. Mais globalement, là où l'extrême droite a toujours été la plus efficace, c'est quand elle a évité les positions d'adversité. Et rien que quand tu analyses la chose comme ça, tu peux pas te contenter de dire il ne faut pas débattre avec l'extrême droite. Parce qu'au contraire, quand l'extrême droite s'abaisse à avoir un débat avec la gauche et que le débatteur de gauche est bon, il a de grandes chances de foutre en l'air un peu leur stratégie, parce que leur stratégie se passe du fait d'avoir besoin de débattre avec la gauche. Ils n'ont pas besoin de ça. Du coup, continuez de les faire chier, en fait. Genre, c'est... Oui. Compliqué. Et c'est à ça que servent des écoles comme l'Institut libre de journalisme. Et dès l'école, on va penser des passerelles, des stages, des liens avec les médias de la bourgeoisie d'extrême droite. Au-delà de leurs engagements militants, les débouchés des étudiants semblent suivre une même ligne politique et professionnelle. La principale voie de recrutement, les rédactions de droite et d'extrême droite. Ah, et vous savez qui est le fondateur de l'ILDJ ? C'est Alexandre Pézé. On vous avait déjà parlé de lui dans notre émission sur le réseau Atlas, puisque c'est aussi le directeur de l'Institut de formation politique, l'IFP, un organisme qui cherche à répandre les idées libertariennes et d'extrême droite, et là encore, à préparer ses participants à s'exprimer dans les médias. On vous renvoie bien sûr à notre épisode sur l'Institut Atlas, ne serait-ce Oui, c'était très intéressant ça. que pour réviser, parce qu'elle est riche, cette nébuleuse, elle est complexe.
Alors, selon Le Monde, la formation dispensée par l'ILDJ se concentre surtout sur les techniques de communication dans l'audiovisuel. Après, pour la théorie, apparemment, c'est très léger. C'est comme une intro au journalisme payante, quoi. Il n'y a pas vraiment de fond. Pour résumer, une sorte de web... Ouais, en même temps, qu'est-ce qu'on va les former à être des journalistes quand il suffit d'écrire des articles BuzzFeed, quoi. Genre, tout le monde peut le faire. Webinaire bullshit en présentiel où on t'apprend que de la com. Et en même temps, c'est logique qu'on leur apprenne pas à faire du vrai journalisme parce que ce qu'ils veulent, les milliardaires d'extrême droite, c'est d'avoir des larbins pour les défendre. C'est-à-dire, oui, quasiment des communicants en fait. Des gens qui sont pas là pour se poser des questions ou même pour poser des questions. Quelle idée. Dépolitiser le journalisme, c'est évidemment ce que veut la droite. Le sociologue Samuel Bouron en parlait dans une émission d'Arrêt sur Image en décembre 2021. L'extrême droite avance d'autant plus qu'elle détruit en fait les fondamentaux du journalisme. En fait, c'est une profession, le journaliste, qui s'est construit sur l'idée qu'il fallait séparer l'information du domaine de l'opinion. Or, l'extrême droite est très mal à l'aise dans un contexte médiatique où elle a face à elle des gatekeepers. Vous me dites ça et là... Mais en fait, moi, ça me fait rire. C'est comme là... L'autre jour, je regardais un documentaire sur la décennie noire, là, parce que j'en avais parlé en stream. Je me préparais pour le stream. Et dans le documentaire, là, le documentaire que je vous ai conseillé, il y a des journalistes français qui sont sur place. Et il y a des caméramans. Et il y a une nana, littéralement, juste après un attentat, elle y va, elle porte ses couilles. Enfin, façon de parler. Et elle va directement parler à des gens. Elle va dans les maisons. Elle discute avec des gens pour savoir ce qui s'est passé, pour avoir plusieurs témoignages. Elle va aux enterrements, elle essaye de discuter avec les gens qui sont là. Elle est journaliste, en fait. Et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Genre, dès qu'il se passe un truc, c'est tout ce qu'on contente de faire, c'est on a l'info de l'AFP, parfois un peu à moitié, quoi. On sait pas trop ce qui s'est passé. Et on se contente juste de faire de l'éditorialisme et de dire « Ah bah, vous voyez l'islamisme !» Voilà, c'est tout. Mais ça n'existe plus en fait. Oui, voilà, Camille Reporter, il y en a plus des Camille Reporter. Et là, je vous confronte parce que il faut parler à partir de faits et ce que vous dites n'est pas la vérité, quoi. En fait, des journalistes, tu fais. En fait, des journalistes qui font leur boulot. Oui, voilà, ce que l'extrême droite déteste, c'est qu'on lui parle de faits, de vérité sociologique, qu'on la confronte, qu'on la mette en face de ses mensonges. Bah oui, d'où le fait qu'il n'aime pas avoir des adversaires. C'est dangereux pour l'extrême droite d'avoir des adversaires, vraiment. Voilà une des raisons pour laquelle la profession même de journaliste doit être transformée dans ces écoles d'extrême droite. Bah oui, parce que normalement, un journaliste, il est là pour raconter son époque, pour raconter le réel. Il peut être engagé s'il veut, mais sa base, ça doit être le réel. Je sais plus qui disait qu'un journaliste... Rappelez-vous, Marine Le Pen a failli tuer sa carrière politique dans un débat avec Macron. C'est dire la dangerosité pour eux d'essayer d'aller dans l'exercice du débat. Après, le problème, c'est qu'aux élections, ils n'ont pas le choix. Mais ça les terrifie. Ils peuvent se tuer là-dessus. Pour raconter le réel. Il peut être engagé s'il veut, mais sa base, ça doit être le réel. Je sais plus qui disait qu'un journaliste, c'est un sociologue qui a pas le temps, mais j'aime bien la phrase. Sauf que dans les médias d'extrême droite, pour eux, typiquement, faire de l'enquête, c'est déjà être de gauche. D'où les nombreuses attaques envers Mediapart. Et en même temps, les journalistes qui enquêtent bien, ils enquêtent sur qui? Sur les politiques, mais aussi sur les grandes fortunes. Et Comment ça, Marine Le Pen tuait sa carrière politique? Mais suite à ce débat-là, vous vous rappelez pas, c'était toute l'époque ensuite où il y a eu des Marika Le Pen, il faut que ça dégage, le FN c'est plus possible, l'extrême droite, il y a eu vraiment une rupture, les gens étaient en mode, elle a fait son temps Marine Le Pen, elle nous a ridiculisés durant la présidentielle, on aurait pu gagner mais à cause d'elle on a perdu. Les gens avaient ce discours-là, parce qu'elle avait fait un débat. Voilà, genre c'est dangereux pour eux de débattre en vrai, premier degré c'est dangereux pour eux. Alors bien évidemment c'est pas dangereux pour eux s'ils débattent avec n'importe qui. Genre typiquement là, vous étiez chez Dany Heraz hier. Je sais qu'ils ont maté, alors j'ai pas regardé le stream, j'étais pas là. Mais je sais qu'ils ont maté la vidéo de Vincent Lapierre Némésis. Typiquement, le débat qu'elle a, je sais plus comment elle s'appelle là, Grand Front National. Quand elle a un débat là avec une petite meuf qui gueulait dans la rue, bon ça, évidemment, c'est pas les débats qui nous servent quoi. Parce que la pauvre, elle était juste en manif, elle gueulait. Vincent Lapierre l'a ramenée pour avoir un débat alors qu'elle était pas du tout prête à ça. Du coup, c'est un peu triste, c'est un peu assassin de voir ce genre de scène. Oui, Alice Cordier. Oui, moi je trouvais ça triste. J'ai vu ça. En fait, je regardais la vidéo et quand j'ai vu que le débat durait 3 minutes, en fait, ça me mettait mal à l'aise et j'ai arrêté la vidéo là. J'étais en mode, oh la pauvre. Alors déjà, la pauvre, elle est pas préparée. Et en plus, du coup, malgré elle, du coup, elle nous dessert un peu parce qu'elle est pas capable de tenir un débat contre eux. Ça se voit qu'elle est pas prête. Ça se voit qu'Alice Cordier,
Son truc, c'est d'essayer de couper la parole, d'être un peu mean girl et d'être au-dessus de l'autre. Et de n'avoir aucun argument à part ça. Et l'autre, elle est pas préparée à ça. Et bon, bref. Donc, elle se débrouille mieux après. Non, mais c'est pour dire que, bon, si t'envoies quelqu'un qui est prêt et qui connaît leur méthode, globalement, il se ramasse, hein, l'extrême droite, hein, je vous jure. Hein. Cordier, elle arrache quitte. Oui, bah, en même temps, elle avait pas non plus trop d'adversité en face. Hein, désolé, hein. Cordier a été nul. Mais désolé, mais sa stratégie a fonctionné à merveille. La stratégie classique de l'extrême droite, en fait, l'élément de base de l'extrême droite, c'est de couper la parole, de ne pas laisser les gens finir leurs phrases et d'être mean girl. D'être mine, en fait. C'est tout. C'est tout ce c'est tout ce qu'ils font. C'est leur matériel de base, en fait, en débat. Léa a bien réagi pour une réaction à chaud. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'ont jamais trop voulu des zététiciens. Hein. Parce que les zététiciens, en fait, ils n'ont pas compris qu'on s'en battait les couilles des faits. Les zététiciens de droite. En fait, on s'en bat les couilles des faits. Le but, c'est juste de couper la parole et de parler plus fort que l'autre, quoi. Les gauchistes, soyez plus brillants que les droitards challenge. Mais il n'y a pas besoin d'être plus brillant. Il suffit de... En fait, il y a plusieurs manières de faire. Mais tu peux aussi être moqueur. Tu peux aussi être jovial. Là où eux essayent de te couper la parole et d'être méchant, toi, tu peux être... je sais pas quoi, prendre de la distance, rire, te moquer d'eux. Il y a plein de façons de faire. Et à la fin, Vincent Lapierre a laissé Léa développer le propos. Ni de mort débat de politique Giscard Chirac. Wow, ça remonte, ça. En même temps, les journalistes qui enquêtent bien, ils enquêtent sur qui? Sur les politiques, mais aussi sur les grandes fortunes. Et ben, vous comprenez bien que pour les grandes fortunes qui financent des instituts de formation de je sais pas quoi, c'est pas du bon journalisme, ça. On n'attaque pas les grandes fortunes. Dans les écoles de journalisme, les jeunes journalistes sont endoctrinés par ce que j'appelle l'idéologie Mediapart. De toute façon, tu les écoutes, en effet, tous les journalistes sont de gauche, c'est pour ça qu'ils ont besoin de leurs petites écoles à eux pour former des petits François Langlais, des petits Geoffroy Lejeune, des petits Goebbels. Et Pascal Praud en a parlé, pour lui, les écoles de journalisme normales, classiques, elles fournissent des journalistes trop de gauche. Il a cité l'ESJ Lille, à ne pas confondre avec l'ESJ Paris, les deux écoles n'ont aucun lien. L'ESJ Lille, c'est la plus prestigieuse des écoles de journalisme. L'ESJ de Lille fabrique des journalistes à l'appel aujourd'hui qui sont des journalistes de la culture woke. Eh oui, mais ils trouvent pas de travail. Et si vous n'entrez pas dans le moule, vous n'entrez pas à l'ESJ de Lille. Non, mais il faut le dire. Bon, mais est-ce qu'il a tort seulement? Parce que c'est vrai que si on regarde certaines études, on voit que... Merci Tiki Trom. Lille, ville woke. Oh, ouais, un peu, ville woke, un peu, oui, c'est vrai. Les étudiants d'école de journalisme sont en général plus à gauche que le reste de la population. Oui, il tient quelque chose là. Vas-y Pascal, développe. Vous ne le comprenez pas, j'y suis dans les médias depuis 30 ans. Il y en a 80% qui s'endorment le soir avec Libération au-dessus de leur lit. Carrément, ça remplace la croix de Jésus, quoi. Ils font une prière le soir à Libé. Métier. Et l'autre portrait, c'est Edoui Plenel. C'est tout. Il y a deux trucs, il y a Libération et Edoui Plenel dans la chambre. Hein. Et ça écoute les lives de Klemovic et voilà quoi. C'est marrant. Et ça regarde la team du lundi pour se distraire. Hein. Oui, oui. C'est que Edoui, il a pas fait d'école de journalisme, alors que Pascal Praud, il a fait l'ESJ Paris. Et au final, c'est Edoui Plenel qui a fait du journalisme et pas lui. Et voilà, et oui, et Pascal Praud, c'est lui qu'on dirait qu'il n'est pas allé à l'école. Mais bon, si ces écoles n'apprennent pas à devenir un bon journaliste, est-ce qu'au moins elles apprennent à devenir woke? Adrien Matou de Marianne, il a dit que oui. Et sur le plateau d'Arrêt sur Image, il est allé jusqu'à avancer une explication. Mais en vrai, attends, premier degré, moi si je mettais... En vrai, ça me donne envie de mettre un portrait d'Edoui Plenel dans ma chambre. Et comme ça, quand je vais pas bien, je regarde Edoui Plenel et je me dis à moi-même des choses réconfortantes, mais avec la voix d'Edoui Plenel. Par exemple, je vais pas bien, je le regarde et je me dis « Allez, il faut se lever. La journée commence. La dépression, ça suffit. L'avenir est devant toi. » Je pense que ça me ferait du bien. Que, bon, Edoui Plenel, c'est vrai qu'il est un peu apaisant. Si ces écoles n'apprennent pas à devenir un bon journaliste, est-ce qu'au moins elles apprennent à devenir woke? Ça va marcher 2 jours. Non. Ça ne marchera pas que 2 jours. Adrien Matou de Marianne, il a dit que oui. Et sur le plateau d'Arrêt sur Image, il est allé jusqu'à avancer une explication. Les étudions des écoles de journalisme sont des gens... Une corde est plus efficace. Non mais les gens, vous avez vu la vidéo de Samir de PDH? Non, en vrai, elle est bien la vidéo de Samir. Ouais, très très bien. Mais ça me fait rire. Qui sont généralement
même si peut-être je pourrais nuancer, mais qui viennent de zones urbaines, qui ont fait des études, alors qui sont souvent des études plutôt littéraires ou de sciences sociales. Et d'ailleurs, Samuel, je pense que dans les facs de sociaux, c'est un petit peu le cas. Et oui, ces gens-là, ils sont beaucoup plus de gauche que la moyenne. Et dans le cas des jeunes générations qui sont en école de journalisme, ils sont beaucoup plus en contact avec les thèses intersectionnelles et cette manière de voir le monde. Bon, alors, mais si, ils sont tous de gauche, pourquoi ça se voit pas? Pourquoi je retrouve pas tout ce wokisme quand j'allume ma télé pour mettre le 20h ou que j'achète Le Monde? Il s'est passé quoi entre-temps? C'est peut-être parce qu'une fois qu'ils ont trouvé un poste, tous ces gens-là, ils doivent s'adapter à la ligne éditoriale. Les places sont chères, les nouveaux... C'est comme je discutais avec un chauffeur Uber et il me disait oui, moi, ma compagne et tout, elle travaille pour Bolloré. Je suis en mode ah ouais? Et ça se passe bien? Et il me dit au début, non. Au début, elle rentrait, elle pleurait. Et elle voulait quitter son travail. Mais maintenant, ça se passe bien. Et dans ma tête, j'étais en mode oui, bon, ça y est, elle est rentrée dans le moule, en fait. Genre, c'est pas que les gens sont devenus plus sympas. C'est que ça y est, elle a sacrifié. Elle s'est dit bon, allez, c'est bon, je fais mon argent, je fais mon billet. Les entrants ont souvent des positions précaires et doivent se soumettre à des chefferies qui ont d'autres intérêts. Chez Cultura, non, chez Bolloré. Tiens, puis d'ailleurs, ils sont peut-être plus de gauche que la moyenne. Elle travaillait à BFM TV. Positions précaires et doivent se soumettre à des chefferies qui ont d'autres intérêts. Tiens, puis d'ailleurs, ils sont peut-être plus de gauche que la moyenne, mais de quelle gauche on parle, hein? D'où ils viennent socialement, ces gens-là? Est-ce que c'est le vrai peuple? Et une fois n'est pas coutume, nous allons parler de notre profession, le journalisme. Regardez ces chiffres. Aujourd'hui, 52% des étudiants dans l'école... Ah, je comprenais pas, j'étais en train de dire enfant de cadavre. Désolé, c'est parce que je pensais à Gaza. Je me disais, on va parler de journalisme, sauf quand il meurt à Gaza. Et du coup, j'ai lu enfant de cadavre. Dans les écoles de journalisme sont des enfants de cadres, 10% seulement sont des enfants d'ouvriers et d'employés. Autrement dit, dans cette profession, comme dans beaucoup d'autres, une grande partie de la population, une grande partie des talents potentiels restent à l'écart des diplômes et donc de l'emploi. Voilà, donc déjà... Oui, et tu fais partie du problème. Cette homogénéité sociale, elle explique pourquoi on a rarement des journalistes plus à gauche que Glucksmann et Hollande, quoi. Ah, par contre, Hollande et Glucksmann, ils les adorent, ces mecs-là. Il y en a même qui les épousent. Oui, oui, Léa Salamé. Et Valérie Trierweiler aussi, c'était une journaliste. Oui. Anne Sinclair et DSK, il y a un pattern, là. Bah oui, c'est logique. Les bourgeois de gauche, ils aiment la gauche bourgeoise. Anne Sinclair était avec DSK. Ah ouais. Elle est restée avec DSK après ou pas? Un concours qui peut effectivement... Elle est toujours avec? favoriser... Je savais pas, non, je savais pas. Les candidats qui ont le plus de capital culturel. Mais en fait, contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'exclusion est en fait une auto-exclusion qui se fait avant même les concours. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 40% en fait, des candidats qui viennent déjà des classes supérieures, en fait, dont les parents sont originaires des classes supérieures. Et oui, et ça, de toute façon, ce mécanisme, on le retrouve dans les grandes études en général. Hein, les enfants des classes populaires se sentent légitimes ou pas à y aller, mais plutôt pas, en fait. Et en plus, si on regarde la télévision, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de diversité. Vous en connaissez beaucoup, des femmes qui portent le voile à la télé? Oula, c'est interdit en France. Eh il y a beaucoup de femmes qui peuvent s'auto-exclure à l'avance en estimant que c'est pas pour elles. Et puis, il y a toutes ces personnes qui voulaient faire ce métier et que la profession a repoussé ou mis de côté. Pas besoin de virer les gens pour ça. Il suffit juste d'avoir des rédactions et des directions très homogènes socialement, très blanches. Et fatalement, il y aura cette ambiance raciste. Ces petites réflexions anodines qui vont dégoûter les non-blancs de ce milieu. Jamila, je suis pas sûr pour ton sujet sur le Liban, là. Je préférais que ce soit quelqu'un de plus neutre. Abdel, un sujet sur le racisme. T'as pas peur que ça fasse un peu militant? Ah, Mamadou, il va nous flinguer la balance des blancs. Hein? Je rigole, bien sûr. Il y a un problème. Il y a un problème de représentation de la diversité de la société française, qu'elle soit, comme vous le disiez, ethniquement parlant, qu'elle soit aussi socialement. Enfin voilà, il y a un souci. Alors il y a quand même eu des initiatives. Après, les gens, ils rigolent, mais premier degré, ça doit être les réflexions que tu te tapes dans ce métier. Hein. De la part des écoles dont certaines sont bien conscientes du problème. Le Bondi Blog justement s'était allié avec l'ESJ Lille pour mettre en place une prépa égalité des chances qui accompagnait des jeunes à la préparation du concours. Le recrutement à l'intérieur de notre école et comme vous l'avez dit, des écoles de journalisme reconnues par la profession se fait sur concours et qu'à l'issue de ce concours, théoriquement, on devrait avoir un échantillon complet d'une génération, c'est-à-dire tous les types de jeunes, de tous les milieux sociaux.
Or, malheureusement, ce n'est pas le cas. Les concours font émerger des jeunes qui sont très, très majoritairement ce qu'on appelle des CSP+, c'est-à-dire plutôt des jeunes issus des couches sociales supérieures de la société. Et donc, on a voulu mettre en place une classe prépa égalité des chances pour permettre à des jeunes boursiers d'avoir les mêmes chances, en fait, que les autres. Sauf que le problème est loin d'être résolu. Mais admettons qu'on arrive à résoudre ce problème, les pauvres arrivent à rentrer dans les écoles de journalistes. Des riches de merde. Mais en plus, qu'est-ce qu'ils veulent faire journalistes? C'est mal payé. Franchement. Ils aillent faire autre chose, quoi. Et qu'est-ce qui se passe une fois dedans? On y apprend. Laissez-nous ça aux gauchistes, on est plus pauvres. Quoi? Nous, on n'a pas fait d'école de journalisme. Alors on a regardé un documentaire pour savoir ce qui s'y passait. Un documentaire qui est sorti sur le sujet en 2021. Il s'appelle Ah oui, je m'en rappelle. Il était odieux. Formation, et il a été réalisé par Julien Meunier et Sébastien Magnier. Les deux réalisateurs sont allés filmer le travail des étudiants du CFJ, Centre de formation des journalistes, à Paris. Ce qu'on constate, c'est que les élèves travaillent beaucoup la forme, donc la façon de parler. Attendez, non, c'est pas le même. C'est pas le documentaire avec deux journalistes de Le Monde, dont un gars ancien punk un peu insupportable. C'est pas eux, non? C'est pas ce docu-là? Il me semble, hein. Que si c'est pas ce docu-là, en vrai, je suis trop curieux, ça me donne envie. Je me demande, ils font quoi les enfants de journalistes? Rien. Edoui Plenel et Michel Field? Non! Non, c'était deux journalistes de Le Monde qui leur demandaient de faire des sujets et tout. Est-ce que c'est ça ou pas? L'intonation, les figures de style, la rhétorique. Ils cherchent à savoir comment attirer l'attention de l'auditeur et ils apprennent à être à l'aise avec un micro, avec une caméra. Les personnes continuent à se mobiliser en France dans une centaine de villes. La question de la fin de vie était déjà revenue sur cette scène. C'est l'apercevant du sujet placé en vigilance orange, puis innovation, la neige, Parmi eux, 6 femmes, 8 enfants et 2 nourrissons. C'est intéressant, mais c'est de la forme, c'est la surface. Est-ce qu'il y a du fond? Est-ce qu'ils ont la possibilité d'approfondir leurs connaissances sur l'histoire, l'économie, la politique? Et est-ce qu'il y a une place dans ce cursus pour les réflexions sur le métier de journaliste, sur la réflexivité, même l'historicisation? Mais après, moi, je suis désolé, c'est hyper simple, hein, genre, attendez. Musique, journaliste. Oh, mais je tombe sur Duval et tout. Musique de la garde républicaine, journal de musique. Non, mais y a pas une... Attendez. Un truc genre... Musique guitare 7 à 8. Générique du JT. Ah, voilà. Ah ouais, mais là, c'est vieille musique, là. Musique triste, interview. Bon, le streaming a mangé la musique. Putain, mais attendez. C'est pas du tout ce que je cherche. Pourquoi il n'y a pas une musique journaliste? Une musique de journaliste, en fait. Je veux juste ça. Et tout de suite, nous retrouvons notre correspondant du côté de Saillant-les-Mares. Régis, est-ce que vous êtes là? Régis? Oh, j'ai eu la flemme. J'ai eu une telle flemme. Va falloir retailler l'éloquence. Comment ça? J'ai beaucoup d'éloquence. Hein. On s'y croit. J'ai eu la flemme. De ce truc. À quoi ça sert le journalisme dans la société? Et ben à la fin du docu, n'hésitez pas à soutenir cette chaîne pour son potentiel humoristique notamment. Il y a un passage un peu là-dessus où les élèves s'interrogent. Ces gens-là, quand je leur ai parlé, je les ai fait pleurer. Et voilà, je me suis jamais senti aussi naze, quoi. Enfin, j'avais l'impression de fouiller, de me brasser, enfin de gratter, de m'introduire dans leur vie et de les exploiter pour écrire mon petit papier. Et en fait, j'en voyais pas l'utilité. Comment éviter de faire du sensationnalisme? Comment ne pas être trop voyeur, trop intrusif? Comment parler des gens sans les humilier? Attendez, il est en... Parce que moi, de souvenir, je l'avais vu, ce truc.
Attendez. C'était quoi le nom? C'est Information. Information docu. Non, réaliser des docus et tout. À mon avis, il doit être disponible sur un truc. Attends. Information, docu, journalisme. Est-ce qu'il est quelque part? Profession journaliste, le documentaire. Non, il faut le trouver, hein. Il est pas dispo sur YouTube. Mais ça m'intéresse de fou. Ça serait bien à regarder ça. On a envie d'entendre, c'est pas les journalistes c'est tous des rapaces. Et moi j'ai envie de travailler à cette évolution, tu vois, de l'opinion des gens. Un minimum, si tu te résignes, c'est pas la peine, quoi. Là, c'est bien, ils sont à l'école, ils ont le temps de se poser des questions, c'est bien, mais après, ils vont rentrer dans des rédactions, ils vont devoir aller sur le marché du travail, et là, ils vont être confrontés à la course à l'audience, avec des petits chefs qui eux-mêmes se plient à des actionnaires. Bah L'Observatoire des médias Acrimed a réalisé... Le mec avec ses craintes en mode « Oh, je rentre dans la vie des gens pour faire mon petit papier », il va vite les oublier, hein, quand il va devoir payer un loyer. Un entretien avec les réalisateurs et les a interrogés sur l'absence de cours qui permettrait justement aux élèves de développer leur esprit critique et leur connaissance générale. Néanmoins, il nous semble qu'il n'y a pas de cours sur l'histoire du journalisme, sur l'éthique. C'est toujours le format qui est travaillé, le format du micro-trottoir, le format du reportage. Au fond, ce que je pense, c'est que le CFJ forme les jeunes au monde du travail. Et la réalité du monde du travail, ce n'est pas l'enquête. Je me souviens que lorsque les élèves arrivaient le matin, ils ou elles faisaient une conférence de rédaction, mais je les ai jamais vus réaliser un travail d'enquête ou d'investigation. Les élèves partaient donc faire un sujet sur un thème prédéterminé par l'actualité. Ils allaient faire semblant et même poser les mêmes questions que tel ou tel journaliste lors de tel ou tel événement. Il n'y avait pas d'enquête. Ouais, en fait, il faut juste faire ses propres images, mais pas ses propres enquêtes, quoi. Sont là pour apprendre l'écriture journalistique, le fond n'a aucune importance, que ce soit un salon du chocolat, la semaine de la mode ou un accident nucléaire, c'est identique. C'est aussi un constat... Après, on fait pareil, hein, quand on tourne un vlog avec Ilyes, c'est toujours la même chose, mais pas au même endroit. Qu'a fait François Ruffin. Lui-même vient d'une école de journalisme et il a écrit un livre sur le sujet, Les petits soldats du journalisme. Lui aussi en a parlé sur le site Acrimed. Désintellectualiser par avance, répéter des exercices ineptes, forger de la résignation si nécessaire, non pas élever mais abaisser. Tout cela, bien sûr, dans un souci légitime que les aspirants, en partie sélectionnés pour leur conformisme, tombent de moins haut. Et oui, parce que c'est un métier qui finit souvent par décevoir ceux qui en ont rêvé. Notre collègue Salomé Saké a interrogé le sociologue Jean-Marie Charon sur le sujet. Il a écrit une enquête qui s'appelle « Jeunes journalistes, l'heure du doute ». Et Jean-Marie Charon raconte bien le genre de désillusion auquel se confrontent les étudiants une fois qu'ils sont en poste. Cette représentation de leur rôle social, etc., ils ont aussi l'idée que quand même c'est un métier dans lequel on devrait avoir une certaine autonomie intellectuelle, une certaine autonomie de pensée, une certaine soupe. Et or là, ils se retrouvent souvent dans un cadre où ils sont face à du pré-pensé. Après les vieux, moi je comprends, les vieux journalistes, ça doit les faire baliser de voir que c'est le cas aujourd'hui. Enfin, ils doivent déprimer, quoi. Ils doivent déprimer de fou. Après, il y en a, ils sont conséquents. Du coup, ils se font virer et ils font des trucs genre off investigation, c'est ça, hein. Des journalistes conséquents qui ont monté leur truc. Je crois que ils se sont fait virer de Canal+, non, c'est ça. C'est-à-dire que leur cadre leur impose leurs a priori sur quel que soit le sujet. Alors, il y a un domaine, par exemple, aujourd'hui où c'est particulièrement frappant, c'est en radio-télévision. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive dans une rédaction en radio-télévision? On va souvent se retrouver reporter, et le reporter, qu'est-ce qu'on lui fait faire? Ce qu'ils appellent, eux, des micro-trottoirs. Et qu'est-ce que c'est qu'un micro-trottoir? C'est, bah voilà ton sujet, je veux que tu ailles voir tel type de personne. Mais en plus, laissez ça aux youtubeurs, tout le monde peut le faire, ce truc-là. Et en plus, ils le font mieux que vous, ils sont plus drôles que vous, donc bon. Que tu lui demandes ceci et qu'elle te réponde ça. Les réponses sont préécrites dans beaucoup de... Et si le sujet qui rentre ne traduit pas cette représentation-là, on refait, parce que c'est pas ce que je voulais, etc. Et puis, il y a l'obsession de trouver du travail après les études. Il en va de la réputation de l'école. Et parfois, après 10 ans de galère, de contrats à gauche à droite et de désillusion, les journalistes jettent l'éponge et changent de carrière, tout simplement. Il y a beaucoup d'abandon dans ce métier. Oui. Toutes les écoles ont comme préoccupation... Ça devient comme McDo, hein. Ça devient vraiment, genre, les rédactions journalistes, ça devient McDo corps, hein. Les gens sont habitués à ce que tu partes au bout d'un an. Occupation fondamentale que leurs étudiants, surtout les écoles reconnues, que leurs étudiants trouvent un travail le plus vite possible, etc. Et du coup, il y a une espèce d'obsession de l'employabilité plutôt que une idée que on ferait ce travail pour s'épanouir, etc. Mais c'est pour ça, moi, je pense, les Salomé Saké, moi, je comprends que les gens, ils bandent comme ça sur elle, parce que
elles ont eu trop de chance. Blast, quand même, c'est un paradis de journalistes. Hein. Ils sont en premier plan, ils ont l'air utiles, ils peuvent faire des enquêtes. Alors, chez Blast, ils en font beaucoup moins qu'ailleurs, je trouve. Des fois, ça pêche un peu, et c'est pour ça qu'ils se retrouvent à traiter des sujets de merde. Hein. On se rappelle de l'interview de Pétavin, là. Hein. Moi, j'oublie pas. Hein. Bref. Mais oui, enfin, ils sont mis à l'honneur, quoi. Et ça doit faire bander plein de journalistes de bosser chez Blast. Hein. Donc vous voyez le cercle. Les écoles servent à mettre en conformité des jeunes avec les attentes d'un marché qui, on l'a vu, est majoritairement sous le contrôle des milliardaires de droite et d'extrême droite. Donc plus les milliardaires contrôleront ce secteur, plus ils vont avoir besoin de troupes conformes à leurs attentes. Je préférais travailler chez Street Press. Oui, mais Street Press aussi, ce genre de médias. Et c'est ça que les écoles vont devoir produire. Et c'est pour ça que les milliardaires investissent évidemment volontiers dans des écoles de journalisme maintenant. C'est quand même plus simple si c'est eux qui les ont. Et si on peut rentrer dans le métier sans avoir fait ces écoles, pour avoir les meilleures places, il vaut mieux avoir fait les meilleures écoles. Et en plus avoir du piston. Hein, Benjamin? Benjamin Duhamel? Non, non, ces derniers temps, Benjamin Duhamel, il a fait des trucs bien, regarde. On vous en parlait dans le dernier épisode, la sortie du bouquin de Bardella et la grande séquence sur l'inéligibilité potentielle de Marine Le Pen, ça a été un moment intéressant. Ah, c'est vrai, Duhamel. Quelle position il a pris? Est-ce qu'il a fait Est-ce qu'il a été vilain, le Duhamel, hein? Il a été vilain ou pas? Pour le journalisme français. D'abord, on va le dire. Parce qu'en fait, lui, c'est pas il est méchant, c'est pas il est professionnel, c'est le mot, c'est vilain. Vilain garçon. Arrête. C'est vraiment vilain, quoi. Tout de suite, tout le monde a été nul, hein, on le disait déjà la semaine dernière, surtout sur le service public. Vous avez montré des extraits de Télématin, mais il y a eu pire entre-temps, toujours sur le service public, il y a eu l'invitation de Bardella à quelle époque? Ce livre sort alors que Marine Le Pen est en procès. C'est étonnant de sortir le livre alors qu'elle affronte un des procès les plus durs de sa carrière. Elle risque 10 ans de prison et 5 ans d'inéligibilité dans le procès des assistants présumés du Parlement européen. Si jamais elle est condamnée, si jamais elle est empêchée. En fait, moi, ce qui me terrifie, c'est que les bourgeois, ils sucent le Front National comme s'ils regardaient un épisode de Succession. Mais Succession, c'est une série. J'ai pas envie que les personnages existent. Enfin, ils existent, mais je les aime pas en tant que personnages réels. Je les aime en tant que personnages de fiction, quoi. Bon, bref. Mais bon. Et c'est leur petit plaisir, hein. Déclarée inéligible. Vous irez? À Arrêt sur Image, ils avaient invité Marine Turki de Mediapart pour commenter cette interview catastrophique. Et écoutez bien les conseils qu'elle a donnés aux prochains journalistes qui allaient se retrouver face à Bardella. Tout simplement de montrer les documents qui ont été révélés par Libération, de dire ça, monsieur Bardella, c'est votre écriture dessus? Ou est-ce que vous dites que ça, c'est des faux? Et si c'est des faux, qui les a fait? Franchement, c'est deux questions ultra simples et qui auraient dû être posées depuis longtemps. Eh ben, il y en a un qui a écouté les conseils de Duhamel l'a fait? Il a été vilain garçon? Marine Turki, c'est Benjamin Duhamel, justement. OMG, je savais pas. Mais si, regarde. Et nos confrères de Libération affirment que vous avez aidé à produire des fausses preuves de travail, notamment ce calendrier de l'année 2015 acheté en 2018, donc 3 ans après. Libération produit la facture d'achat. Oh là 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 là, oh De ce calendrier, on y voit une écriture. Hein. Libération dit que c'est la vôtre. Ce serait donc. Oh, carrément, ça met les documents. Regardez son visage. Regardez son visage pincé. Ah, il est pas bien. Si c'était Vraiment, hein. Le problème de l'extrême droite, c'est d'avoir des adversaires. Vraiment, je vous le répète. Cas une preuve antidatée, il y a aussi une revue de presse de 1500 pages, annotée, paraphée avec votre signature. Est-ce que vous pouvez nous affirmer, Jordan Bardella, les yeux dans les yeux, qu'il ne s'agit pas ici de votre écriture et de votre signature? Mais je n'ai pas produit ces documents. J'ai dit précisément aider à produire. C'est-à-dire aider à produire. Est-ce qu'il s'agit, oui ou non, de votre écriture? Non, c'est pas mon écriture. Enfin, c'est pas moi qui ai produit ces documents et ça n'est pas mon écriture. Et je suis sûr qu'il a vu. Il a menti. Waouh, il pouvait pas faire autre chose que mentir. Mais comme quoi, c'est simple de les avoir. Waouh. L'extrait avec Marine Turki parce qu'il avait été clippé, il était sur Twitter. Mais c'est possible en vrai. Et puis c'est très cool parce que finalement les journalistes. Moi, je propose qu'on fasse une opération. On se cotise tous pour faire une caisse pour les journalistes qui décident de whip-in et de se faire un mec d'extrême droite avant de se faire virer par leur rédaction. On crée une caisse et on leur donne une prime de départ. Vous verrez qu'il y en aurait beaucoup plus. Genre d'un coup, ils seraient en mode bon alors bonjour monsieur Bardella. Ils vont le cuisiner pendant 1 heure. Ils vont se faire virer de BFM TV. Et après derrière, on leur donne un petit 10 000 balles quoi. On est en mode bon allez, bravo. Et je sais pas. Ils se remettent quasiment jamais en question. Sauf Benjamin.
Non, parce que c'est vrai qu'en général, ils sont plutôt susceptibles. Ah oui, on s'en est rendu compte dès l'année dernière quand on critiquait leur travail. Souvent, ils nous répondaient sur Twitter, voire parfois carrément dans nos mails, pour dire oui, c'est pas normal, pourquoi vous dites que je fais mal mon travail, en plus vous n'êtes pas des vrais journalistes. C'est injuste, nous on travaille bien, et puis oui. Il s'est fait virer du Hamel. Mais non, c'est impossible qu'il se fasse virer. Vous imaginez, sa maman, elle rentrerait dans un bureau, elle taperait du poing comme ça. C'est vrai, vous vous prenez pour qui? On n'a pas fait d'école, nous. Nous, on n'est pas du sérail. Excusez-nous. On a fait des vrais boulots. On n'a pas commencé le cul vissé sur une chaise à donner des leçons à tout le monde. On le fait maintenant, évidemment. Mais du coup, on a un regard un peu décalé. On peut poser d'autres questions. Par exemple, pourquoi les gens détestent les journalistes? Peut-être que les gens, ils ont l'impression que les journalistes, ils se ressemblent un peu tous. Ils sortent tous du même moule, des mêmes écoles, où on leur apprend bien davantage à poser leur voix qu'à poser des bonnes questions. Et c'est l'occasion de leur dire, c'est pas parce qu'on attaque des journalistes qu'on défend pas le journalisme. C'est même tout le contraire. Et les écoles de journalisme feraient bien d'en faire autant, mais elles en prennent pas le chemin, c'est tout le problème. On se retrouve dimanche dans 2 semaines. Ok. Bon, c'était pas le meilleur épisode, hein. C'était un peu plat. Mais intéressant l'info sur Duhamel. Oui. Mais c'est un peu... c'est filler, hein. Je comprends que Danny Raz, il a un peu la flemme. C'est un peu filler, les épisodes de Rhinocéros ces derniers temps. En même temps, la série, ça y est, elle commence à être là depuis longtemps. Ils ont fait plein d'épisodes. C'est dur aussi, leur niche, hein. Leur niche, elle est pas évidente, hein. Parler de journalisme, parler de la montée de l'extrême droite, être précis. Bon, t'as fait le tour au bout d'un moment. Ou alors t'attends que l'actualité t'offre quelque chose à te mettre sous la dent, mais c'était bien. Bah non, mais dans tous les cas, c'est bien, hein. Mais c'est pas, tu te prends pas une claque comme au début, quoi. Au début, c'était quand même une claque, hein, Rhinocéros, hein. C'était bien, hein. C'est pour mieux développer société. Voilà, exactement. Exactement. Un peu filler, on est d'accord, un peu filler quand même. Après, normal depuis le temps. Bah oui, c'est normal, bah oui. Non mais c'est ça, en fait, le piège, c'est d'être cantonné à un format. Après, je dis ça, mais je suis dans ce piège, hein. Je suis une streameuse, je dois faire 3 streams par semaine minimum. Je suis cantonné à mon format, hein. Des fois, j'ai rien à dire, hein. Mais au moins, je suis honnête. Je vous annonce quand il y a rien à dire, hein. Là, je vous ai dit, ça serait un stream chiant. Bon, c'est vrai à moitié. C'est pas, y a pas tant de contenu que ça, quoi. Au moins, on est honnête.